Alors, la question qui était posée, comment penser les effets des dispositifs participatifs sur l'action publique, nous a tout de suite interpellés parce que c'est une question qui est au cœur de notre programme de recherche qui porte essentiellement sur l'institution qui s'appelle chez nous le Bureau des audiences publiques sur l'environnement, qui mène des enquêtes et des audiences publiques sur des questions environnementales. L'objectif de notre programme de recherche est justement de cerner les effets des dispositifs institutionnels de participation sur la décision et l'action publique environnementale dans une perspective de développement durable. Donc, ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est vous exposer la problématique, le cadre théorique, la démarche méthodologique, et puis quelques résultats préliminaires. Donc, comme il vient juste d'être appelé, les organisateurs du colloque posaient plusieurs questions sur l'évaluation des effets. On peut en soulever quelques-unes, mais qui sont de l'ordre méthodologique. Comment appréhender ces effets-là, des procédures délibératives sur les approches théoriques et les outils méthodologiques. Quelle est la nature des effets identifiables? Nous, ce sont des questions qui nous intéressent particulièrement. Est-il possible d'évaluer l'influence des dispositifs participatifs sur les processus décisionnels? Faut-il renoncer à chercher à analyser les produits ou les résultats de la participation en termes d'effets sur la décision? C'est une des questions qui est au cœur du séminaire qui nous anime aujourd'hui. Et on rappelait, il vient d'être rappelé aussi que les organisateurs mentionnaient que deux grandes perspectives sont à considérer, une qui est davantage centrée sur les dispositifs participatifs eux-mêmes, et l'autre qui est davantage centrée sur la fabrique de l'action publique. Et je pense que ce qui est important, et il semble que d'autres ont adopté le même point de vue, c'est que notre parti pris est qu'il est possible de concilier ces deux approches-là, même si, comme vous allez le voir, les résultats qu'on va vous présenter sont plutôt dans la première perspective. On articule tout de même les deux. La plupart des travaux qui sont intéressés aux effets jusqu'à maintenant ont adopté la première perspective, alors que pour certains, comme Blatrix par exemple, compte tenu de la pluralité des objectifs qui sont assignés à la participation, on pense à l'efficacité de la décision, à l'approfondissement de la démocratie, à l'amélioration du contenu de la décision, de sa légitimité. Pour toutes ces raisons, il serait quasiment impossible d'évaluer les effets de la participation. Ce serait même vain d'essayer d'évaluer les effets de la participation sur la décision. Et comme on le dit, on reproche aux perspectives qui sont trop centrées sur les dispositifs ou sur la décision elle-même, d'isoler artificiellement le dispositif de son contexte et des processus décisionnels. Alors, même si on est très sensible à ces arguments-là, nous, on pense qu'il faut quand même s'intéresser aux dispositifs et au rapport à la décision, au rapport entre participation, décision et action publique, notamment parce qu'on estime qu'il se passe quelque chose pendant ce moment-là. Et donc, ça me permet de vous introduire la procédure d'évaluation environnementale. Je n'irai pas très loin là-dessus, mais grosso modo, l'expérience du Bureau des audiences publiques sur l'environnement au Québec a été développée et insérée dans le cadre d'un dispositif, d'un processus d'évaluation environnementale qui contient l'idée de réaliser une étude des impacts sur l'environnement, qui est le volet objectif du processus décisionnel, auquel on accole une dimension participation publique, et l'institution du BAP a été développée dans ce contexte-là. Et comme vous pouvez le voir sur la figure ici, donc vous avez une étape, la phase 1 et 2, c'est l'étape de réalisation de l'étude des impacts sur l'environnement par le maître d'ouvrage, selon une directive élaborée par le ministère de l'Environnement. Et la phase de participation publique intervient lorsque cette étude est rendue publique. Et comme vous pouvez le voir, elle est fortement insérée dans un processus décisionnel, donc le lien à la décision est très clair. La phase de participation publique intervient avant la décision, elle est articulée à la décision. Cette décision-là prend la forme d'un décret gouvernemental qui s'appuie sur l'étude des impacts sur l'environnement réalisée dans la phase 1 et 2, sur le rapport du Bureau des audiences publiques sur l'environnement et sur un rapport d'analyse environnementale. Donc, je disais que nous, on estime qu'il se passe quelque chose là, dans la phase de participation publique, qui dure quelque chose comme 4 mois. Mais bien sûr, on est conscient qu'il se passe quelque chose aussi en amont, en aval, en marge, à côté, etc.,
tout ce qui relève, si on veut, des dimensions de fabrique de l'action publique. Évidemment, dans la première perspective, il importe de comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur des audiences publiques, qui sont les acteurs, quels sont les sujets discutés, quels arguments, quelles thématiques, quels sont les avis et les recommandations du Bureau d'audience publique, quels sont les sujets débattus, quelles sont les décisions gouvernementales, les conditions d'autorisation des projets ou de refus des projets, quels sont les rapports entre participation, décision et action. Et bien sûr, dans la deuxième perspective, si on considère plutôt la fabrique, c'est tout ce qui se passe en marge de la procédure. Peut-être pour dire cette figure qui n'est vraiment pas claire, pour vous, là, elle vise à détailler la phase de participation publique dans le processus d'évaluation environnementale. Et ce qui est important de retenir, c'est la colonne qui est à votre droite, qui sont les mandats d'enquête et d'audience publique, qui constituent quelque chose comme plus de 70% des mandats confiés au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et essentiellement, lorsque l'étude d'impact est jugée recevable par le ministre de l'Environnement, elle est rendue publique. Et durant cette période, tout citoyen, toute association, municipalité peut requérir du ministre, peut demander la tenue des audiences publiques, et à moins que ces audiences soient jugées frivoles, elles devront avoir lieu. Le ministre devra donner suite à la demande. Et donc, ces audiences se feront en deux parties. On parle d'enquête et d'audience publique, puisque la première partie est consacrée à l'enquête, à la recherche d'informations, alors que la deuxième partie est consacrée à l'émission des avis, au dépôt des mémoires, etc. Donc, juste pour situer rapidement l'expérience du BAP, on estime qu'en 30 ans, le BAP a réalisé 800 mandats qui font appel à la participation publique, mais 64% de ces mandats sont des mandats d'information, parce que l'étude d'impact est rendue publique et donc on donne de l'information sur l'étude d'impact. C'est la période durant laquelle on peut requérir des audiences publiques. Mais si on fait abstraction des mandats d'audience publique, des mandats d'information, les pourcentages, évidemment, changent. On est quelque chose à 70% de mandats d'enquête et d'audience publique. Et ça fera l'objet de notre analyse plus particulièrement. Alors, c'est une expérience, celle du BAP, qui est riche, qui est très forte. Le BAP jouit d'une réputation enviable à l'échelle internationale. Pourtant, au cours des dernières années, on en parlait tout à l'heure avec Loïc Blondiot au sujet des gaz de schiste. Actuellement, il y a un grand débat sur les gaz de schiste. On constate, disons, depuis 2006, une forte remise en question de l'institution, de sa légitimité, etc. Et ça vient pas uniquement des maîtres d'ouvrage, des promoteurs, des intérêts favorables au développement économique qui voient le BAP comme étant une institution contraignante qui empêche la réalisation des projets, mais ça vient de plus en plus des associations environnementales, des citoyens eux-mêmes qui critiquent le dispositif participatif. Juste une information au préalable, j'avais oublié de le mentionner, c'est que sur cette diapo, on voit bien qu'il y a trois secteurs majoritaires, l'énergie, les transports et les matières résiduelles. Ça constitue 70% des activités du BAP. Et l'autre information qui est importante, c'est au cours des 30 ans, les activités du BAP, on estime que 40% des projets qui sont rentrés dans la procédure ont fait l'objet d'une requête. Et donc, ont donné lieu à une audience publique. On dit que 60% des projets ne font pas l'objet d'audience publique. Il faut dire aussi que le BAP a développé une procédure, a calqué sa procédure sur les projets pour évaluer des politiques et a développé aussi une démarche de médiation environnementale sur laquelle on ne pourra pas s'attarder aujourd'hui. Alors j'en étais à cette diapo devant les remises en question du dispositif et de l'institution, des anciens commissaires, des universitaires, les anciens commissaires du BAP, des universitaires, des membres de la société civile, rappellent souvent ce qui est contenu d'appeler des règles de l'art du dispositif québécois, des bonnes pratiques, si on veut, des principes de bonnes pratiques pour une véritable participation. Et si on veut, ont contribué à codifier la pratique québécoise de participation publique. Nous, on estime qu'il y a même une forte dépendance au sentier par rapport au dispositif du BAP.
Alors, ces règles de l'art, on les a résumées ici. Donc, l'accessibilité à l'information, la neutralité et l'impartialité de la commission, des audiences publiques en deux parties qui distinguent la phase de recherche d'information de la phase d'expression des opinions, la clarté du mandat, les experts indépendants, des délais suffisants, l'ouverture au grand public, la notion d'enquête et d'analyse, qui est extrêmement importante dans le contexte québécois, et finalement, ce qui est peut-être le plus important pour nous dans le cadre d'aujourd'hui, c'est l'idée d'un rapport écrit qui est fortement articulé à la décision, qui va conduire le BAP à formuler des avis et des recommandations qui vont mener directement celui qui est habilité à prendre la décision à tenir compte ou pas de l'avis du BAP et des recommandations. Alors, un mot sur le travail qu'on a entrepris. Donc, il y a un texte qui devrait paraître dans la revue Télescope sous peu, dans lequel on détaille, si on veut, l'histoire de l'institutionnalisation du BAP, avec l'idée de voir un certain nombre de tendances et aussi de ruptures. Et à la suite, notamment d'André Beauchamp, qui est un des commissaires fondateurs du BAP, on a proposé une historique en 4 périodes. La première période, c'est celle de la fondation, la première décennie, qui est extrêmement importante parce qu'on va faire une première expérimentation, le rapport sur une autoroute dans la région de Québec, dans le fleuve Saint-Laurent, carrément, un projet de... Et ce sera une première expérimentation du BAP qui portera le rapport numéro 0, qui fait suite à des audiences publiques plutôt informelles, qui étaient plutôt conflictuelles. Donc, cette phase-là, dans les 10 premières années, c'est une phase d'expérimentation où on va tenir les premières audiences publiques et rapidement, on va développer un modèle qu'on va codifier, ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec les règles de l'art. Et en fait, c'est une phase fondamentale parce qu'elle va assurer la crédibilité de l'institution, justement par rapport à son articulation à la décision. Hein, on va refuser l'idée d'être seulement une grande oreille qui écoute les doléances des citoyens. On va rapidement aller vers l'idée d'un avis, une décision. La période de transition, c'est une période de transition essentiellement parce que la première équipe de commissaires va laisser la place à une nouvelle équipe. La direction également va changer. Et puis, on va voir deux innovations procédurales, c'est-à-dire l'évaluation sur des politiques et l'introduction de la médiation environnementale, parce qu'on va avoir constaté dans la première phase que les audiences publiques sont très conflictuelles, permettent l'expression des conflits et des oppositions, et on va chercher une voie alternative qui est celle de la médiation environnementale. Je vais pas... Et donc, on va voir s'affirmer une vision plus gestionnaire de la participation publique, une vision qui entre en contradiction avec une vision plus démocratique, extrêmement portée par les fondateurs du BAP dans la première période. La troisième période, on l'a qualifiée d'expansion, essentiellement parce qu'elle se caractérise par un accroissement considérable du nombre de mandats confiés au BAP, un élargissement de ses missions, et aussi par l'affirmation d'une philosophie de gestion axée sur la performance et la satisfaction des usagers. Évidemment, il y a de plus en plus de mandats, les moyens ne suivent pas nécessairement, donc on va rentrer dans une perspective assez gestionnaire. Et la dernière période, qui est peut-être plus contemporaine, est marquée à la fois par on hésite entre la consolidation, la diversification des mandats et la remise en question. Il est peut-être un peu trop tôt pour statuer sur la période contemporaine. Et donc, ça fait partie passablement de nos questions de recherche. Il y a très peu de travaux qui ont été réalisés sur le BAP, à l'exception d'un certain nombre de travaux, dont les nôtres, mais ceux de Michel Gariepi notamment, et peu de travaux qui regardent dans un temps long cette expérience-là, sur les 30 ans et plus de l'activité. Il existe énormément de monographies, et donc on a senti le besoin, nous, de dépasser l'exercice des monographies qui permettent plus facilement d'appréhender la fabrique de l'action publique. On a senti le besoin de revenir en fait, de constituer une banque de données pour avoir un regard plus large. C'est ce que Louis va vous présenter.